distance. Une œuvre qui nous met à distance d'elle-même est une œuvre qui nous tient en respect, au sens le plus menaçant qu'on puisse donner à ce terme. Mais par ce respect même, elle nous protège de la passivité et peut ainsi faire place au regard. La force de l'œuvre peut être ainsi davantage dans sa menace que dans sa séduction, et c'est précisément ce que prétend montrer, à l'encontre du photojournalisme, le travail de l'esthétique documentaire. 6e point, donc la fonction critique et ses rapports au réel. Dans un numéro d'Art Press qui date de 1999, paraissait un dossier sur la photographie, dont l'article intitulé « Des images en mercure liquide », Pascal Convert y présentait avec justesse la mutabilité esthétique dont témoignent les images d'actualité traitant des crises contemporaines. Il montrait que leur plasticité les rend ininterprétables, parce qu'elles sont polymorphes, indifféremment technologiques ou compassionnelles. Elles plongent le spectateur dans un flux indifférencié qui le prive en définitive de l'intelligibilité des faits en déstabilisant leur représentation. Or, ce qu'il nomme crise du référent semble bien avoir contaminé le discours sur le référent. À l'indifférenciation des images répond une véritable indifférenciation du langage. Elle caractérise à différents niveaux l'ensemble des textes qui constituent souvent la critique d'art, et en particulier en photographie, manifestant une sorte d'autorité paradoxale du double langage. Artaud proposait d'en finir avec le jugement de Dieu, mais est-ce une raison pour en finir avec le jugement tout court? L'ambivalence inaperçue porte ici sur la définition d'une notion centrale pour la question photographique, celle de réalité. Et 5 définitions de ce concept doivent être distinguées. D'une part, un réel ontologique, tel qu'il définit la vérité des choses, ou qu'il définirait la vérité des choses, au-delà de toute apparence sensible. Évidemment, ce à quoi s'appliquait la définition que donnait Monzin de l'image, cette vérité ontologique. D'autre part, un réel phénoménal, le monde tel qu'il apparaît, a une perception humaine. 3e type de réel, un réel éprouvé, tel qu'il se constitue en affect et émotions particulières chez chacun d'entre nous. 4e type de réel, un réel culturel, tel qu'il s'impose à tous les membres d'une communauté comme organisation sociale du lieu et du temps, et tel qu'il influe bien sûr sur le réel éprouvé, puisqu'il influe sur nos propres affects. Enfin, un réel médiatique, tel qu'il impose sur le réel culturel une surimpression de manipulation, cette fois intentionnelle. Face à cette multiplicité des réels, la fiction peut relever alors soit de l'intention ontologique, prétendant capter une essence des choses derrière leur simple apparence, soit de l'intention médiatique, cherchant à produire la norme de l'image dominante, expression tirée de je ne sais plus quoi d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas noté, expression tirée d'un article critique, par des manipulations mensongères, soit de l'intention documentaire elle-même, en tant qu'elle ne se constitue qu'en réorganisant des données qui cessent par là d'être brutes, le réel phénoménal, soit selon un réel éprouvé, donc porteur d'émotions, soit selon un réel culturel, donc porteur de présupposés. Selon que la fiction se définit comme une illusion ontologique ou documentaire, ou comme un mensonge médiatique, elle jette le doute sur notre représentation perceptive du monde, ou sur la manière dont cette représentation s'institutionnalise dans des codes collectifs. Or, si la photographie peut efficacement dénoncer les fictions mises en scène par l'institution, comme le fait le travail d'Alan Sekula ou celui de Lewis Pauls, qui sont 2 grands photographes contemporains de l'esthétique documentaire, elle ne peut rien, en revanche, face à celles qui sont liées à notre représentation perceptive du monde. Ce qu'elle peut contre le mensonge, elle ne le peut pas contre l'illusion, dont elle n'est qu'un médium. En ce sens, si elle peut choisir de s'affirmer contre les pouvoirs, c'est précisément en renonçant à la représentation du réel
au profit d'une documentation du regard. Les ambivalences de l'acte photographique face au réel sont ici corrélatives du discours sur la photographie face à la réalité photographique. Mais si la photographie est toujours un jugement porté sur un réel, il semble que les discours ne parviennent pas ici à porter un jugement sur la réalité photographique. Il semble que la faculté de juger, qui est d'abord faculté de distinguer, laisse place ici à l'indistinction, à un brouillage du langage face à l'image. Une impuissance à décider, mais aussi, de ce fait, une impuissance à s'orienter. Or, le discours sur l'image n'est pas seulement un commentaire, il est aussi nécessaire à un projet. Il est nécessaire au producteur d'image lui-même pour regarder son propre travail et l'inscrire dans la dimension collective, c'est-à-dire aussi historique, d'un regard commun. Bien des critiques portent un regard méfiant sur les nouvelles technologies de production et de traitement d'images, ou sur l'institution culturelle, les médias numériques, les tripatouillages électroniques, l'ère de la dématérialisation ou celle du soupçon. Mais il apparaît que, si cette position défensive fait l'objet d'une unanimité, elle n'impose aucune position offensive, pas même des propositions antagonistes, mais au contraire une véritable désorientation dont le double langage n'est rien d'autre que l'expression formelle. Cette attitude semble vouer la photographie contemporaine à une alternative impossible, soit une soumission aux normes de l'image dominante, soit un combat d'arrière-garde mené sans boussole contre un ennemi déjà jugé dominant sans être jamais nommément désigné, imagerie numérique ou médias télévisuels, comme représentant à la fois d'un dévoiement du rapport à l'image et d'une puissance de soumission politique, à la manière d'un Moloch dévorateur, inaccessible et tout-puissant. Bien des réalités de la photographie contemporaine, y compris dans ses recherches sur l'image numérique, nous disent au contraire que cette alternative dévitalisante est inacceptable, qu'il y a place pour une activité photographique à la fois singulière et consciente, non pas seulement de son inscription passive, mais de son intervention dans l'histoire des hommes, du pouvoir qu'elle a de leur ouvrir les yeux. C'est précisément la fonction d'une photographie documentaire critique, telle qu'elle est défendue actuellement par plusieurs artistes. Il y a place aussi pour un discours sur la photographie qui reconnaisse cette position et la définisse en tant que projet. Il y a dans l'intention photographique elle-même une radicalité à l'œuvre, dont les sujets, les méthodes, les instruments et les perspectives multiples témoignent d'une volonté commune, celle de ne pas en finir avec le jugement des hommes. Voilà. Bon, je vais laisser la parole à la salle parce que là tu es entré en rapport, en communication directe, je crois, par la clarté de ton exposé et sa valeur documentaire a été comprise par tout le monde, donc je n'ai pas à introduire un commentaire supplémentaire. Je pense que justement dans tous les points qu'a abordé Christiane, il y a des remarques qui peuvent être introduites. Je signale d'autre part que ce problème, ces différents problèmes mêlés de la photographie peuvent également, je pense, parce qu'il faudrait poser peut-être la question également comme un prolongement. Est-ce qu'ils peuvent se transposer également de la même façon à la vidéo, par exemple, aux photographies qui sont prises, je pense. Je parle non pas en tant qu'usager, mais plutôt un peu par oui dire, mais qui sont prises maintenant sur des appareils téléphoniques. Ce sont des petits appareils téléphoniques portatifs. Tu as montré, tu as indiqué les modifications
très importantes qui sont intervenues avec les appareillages photographiques, mais que je pense que là, également peut-être, est-ce qu'on peut le considérer comme une modification qui a été quasiment, qui a introduit presque une mutation, un changement, ou est-ce que c'est simplement dans le prolongement? C'est un problème qui est intéressant aussi. Est-ce que c'est dans le prolongement des usages de la photographie tels qu'ils s'étaient développés d'une façon continue, avec les instantanés, avec la légèreté des appareils, avec l'automatisme intégré dans les appareils qui n'ont plus demandé à un certain moment aux opérateurs la moindre des activités pour régler les objectifs, les distances, etc., l'ouverture des diaphragmes. C'est progressivement, il y a une sorte de remise en main, on pourrait dire, de l'activité photographique à l'appareil lui-même. On pourrait se demander à ce moment-là, que reste-t-il à l'humain à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'opérateur peut faire? C'est comme si, dans le domaine de la peinture, on pouvait avoir aussi... ça a été fait d'une certaine façon. Dans les drippings, par exemple, ou les projections picturales, on pourrait dire que c'est l'objet, sinon l'appareil, tout au moins le matériau, qui lui-même se charge d'organiser la peinture. Et là, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est un petit peu analogue. Parce que on pourrait se demander, est-ce que c'est l'appareil qui se charge d'organiser la photographie quelle est l'intervention humaine à ce moment-là? Enfin, on voit tout un tas de questions qui peuvent être posées, mais dans lesquelles je n'entre pas, voulant justement donner la parole à la salle. Peut-être quand même pour te répondre brièvement là-dessus, en fait, il y a différents usages de la photographie. Donc en fait, quand tu parles de l'usage du téléphone portable, c'est un usage courant, c'est pas un usage de photographe. Oui, c'est ça. Oui. Donc un travail photographique, c'est pour ça que j'ai parlé de cette question de la distance, des manipulations, etc. Le travail du photographe, comme le travail du peintre, évidemment, ne se réduit pas à une activité simplement technique. Donc c'est à partir effectivement de la captation technique, cette captation étant elle-même l'objet d'une sélection, mais après cette captation, il va y avoir de nouveau une manipulation de l'image. Et c'est cette manipulation qui produit finalement la créativité de l'artiste. C'est ce qu'il va faire de l'image, d'une part, et puis d'autre part, c'est la manière dont il détermine aussi ce que seront les rapports des images entre elles. Oui, c'est ça. En particulier, précisément, justement dans l'esthétique documentaire, justement par opposition au photoreportage, il va y avoir très souvent un travail par série. Ce sont des séries d'images, et en fait, l'image fait sens par son intégration dans une série, plutôt que par sa valeur iconique singulière. Et là aussi, c'est une reconfiguration du rapport à l'image. Donc, il y a énormément, disons, de séquences par rapport à ça. Puis ensuite, pour ce qui est cette fois des usages de la photographie, évidemment que sa diffusion sur Internet et le fait qu'elle puisse être faite de plus en plus rapidement et facilement et par tout le monde, crée une multiplication des images qui ne produit pas pour autant une multiplication de l'activité artistique photographique. Ce sont deux choses différentes. En revanche, ce qu'a produit cette diffusion et cette multiplication, c'est une remise en cause du rôle du photoreportage. Là, elle a été vraiment mise en cause de la manière la plus radicale, à partir du moment où tout le monde peut prendre des images de n'importe quel terrain. Évidemment que tout ce processus d'héroïsation qui avait été mis en œuvre depuis l'entre-deux-guerres et jusqu'aux années 90, et même quasiment jusqu'aux années 2000, il est considérablement remis en cause. Et c'est à ça qu'est dû ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la reconfiguration de la photographie de presse dans le domaine du marché de l'art.
À partir du moment où le photographe de presse n'est plus reconnu comme le héros qu'il était dans le monde, effectivement, médiatique, l'une de ces reconversions possibles, c'est d'entrer dans le monde de l'art. Voilà. Et c'est ce qu'a fait, par exemple, quelqu'un comme Gilles Pérès. Gilles Pérès, c'est un photographe de l'agence Magnum, qui s'est mis à utiliser les photos de reportage qu'il avait faites dans des grands formats pour les exposer dans les musées et leur donner, en tout cas, la forme qu'il estimait devoir être celle de photographie d'art. Mais cette reconversion, elle est emblématique précisément de la déstabilisation dans laquelle se trouve le photoreportage. Et alors comment ça se passe aujourd'hui dans une rédaction? Attends, une seconde. Il faut savoir que j'interviens. Attends, une seconde. Christian. Elle vient de finir. Oui, tu avais à dire quoi alors? Elle vient de finir. Sinon, je peux m'en aller aussi, hein, parce que... Non. Non, mais... Non, je vote contre. Non, mais je suis venu pour ça, donc... je vais me tirer. Hein. Non, René dit ça oui, simplement non, parce qu'il n'entend pas. J'ai bien fait attention que la dame ait terminé de parler pour me mettre à parler à mon tour. J'ai fait très attention à ça. Voilà. Bon, sinon, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, comment ça se passe, du coup? Parce que je veux bien entendre l'histoire de la reconversion du photojournaliste, parce que justement, concurrencé par le souvenant, par le gars qui prend des photos avec son téléphone. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les rédactions, il y a une espèce de... Comment elles arrivent, les photos, quoi? Quelqu'un veut répondre à ma place. Si je peux me permettre. Oui. Je donne juste deux exemples. Le Chicago Tribune vient de virer ses 40 photographes en faisant appel aux photographies gratuites du grand public. Le deuxième exemple, vous avez régulièrement dans BFM TV un bandeau qui vous appelle à envoyer vos photos ou vos vidéos s'il y a un événement à la chaîne. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. La réponse est très très simple. Oh non, c'est parce que quand on parle de reconversion, parce que je suis dans le, je lisais hier et aujourd'hui une espèce de réponse, l'interview de Compagnon, prof, comment il s'appelle, comment son prénom, Compagnon? Antoine Compagnon. Antoine Compagnon, prof au Collège de France, qui lui parle de la perdition du métier de professeur parce que c'est pris par les femmes maintenant. Qu'il y a trop de femmes. Donc voilà, c'est dans ce genre de... Hein? Les femmes peuvent pas être professeurs. Et il y en a trop, quoi. Donc ça dénature. Voilà. Parce que quoi, la femme qui arrive sur le marché du travail, elle salue le travail, quoi. En gros, c'est ça. C'est un vrai scandale, cette histoire-là. Mais bon, voilà. C'est pour ça que je posais la question, parce que je dis que je veux bien entendre que c'est délicat, mais reconversion, ça veut dire, bon, mais ça y est, c'est fini pour eux. C'est fini. Et deuxième question, tu emploies beaucoup le mot icône, iconiste. Je l'entends beaucoup ce mot-là aussi. On ne dit plus à une personne, enfin du moins en télévision, à une personne qu'elle a fait le buzz ou qu'elle est devenue star sur un truc comme ça, ou parce que c'est une star, parce que ceci, parce que cela. On lui dit tu es iconique. Et je suis toujours, ça veut dire quoi? Voilà. Au départ, en fait... Et en quoi, pardon, et en quoi, d'après ce que tu dis, l'image iconique est inintéressante. Et parce que tu prenais l'histoire de la Madone, donc tout le monde dit c'est une Madone, etc. Et je me disais, mais si je suis dans une autre culture que la culture catholique, est-ce que je dis Madone? Mais non, justement. Voilà. Mais justement. Et est-ce que si je ne dis pas Madone, est-ce que je suis quand même frappé par la photo en tant que telle? Alors, donc du coup, il y a... Pas très bien compris. C'est à propos en fait de l'icône et de l'usage du mot icône pour désigner
quelque chose qui apparaît médiatiquement. Donc, pour une star ou pour une image qui est devenue très célèbre, on dit elle est iconique. Donc, la question portait sur est-ce que donc iconique est devenu quelque chose qui, parce que ça désigne des objets finalement mis en valeur de manière abusive, est-ce que pour autant le terme d'icône est un terme dégradant? J'ai compris que c'était ça ta question. C'est pas le terme c'est bien la différence entre la photo iconique et la photo reportage. En disant la photo iconique, c'est pas intéressant. Pourtant, tout le monde accroche, quoi. Oui, mais en fait, quand je parlais d'icône, c'est pas de ça que je parlais, c'est-à-dire dans la manière dont on l'utilise Marie-Josée Monzin. Bon, elle part de la querelle byzantine, hein, c'est-à-dire de la querelle des iconoclastes. Donc, ceux qui voulaient détruire les images les représentations de la divinité, au moment, en fait, tout simplement, où l'Empire byzantin, cette querelle a surgi au moment où l'Empire byzantin était justement menacé par l'islam, et donc c'est en tentant finalement de se reconfigurer d'une manière qui puisse convenir au monde musulman qu'ils sont entrés véritablement en conflit. Donc, à ce moment-là, pour les Byzantins, pour ceux qui vont devenir les orthodoxes, en fait, l'icône, c'est vraiment la manifestation de la présence de la divinité. C'est une présence. Et évidemment, ça s'oppose radicalement aux religions, aux formes monothéistes qui prétendent qu'au contraire, la divinité ne doit en aucun cas être représentée et que c'est même un blasphème de le faire, c'est un grave péché. Donc il y a eu à ce moment-là une véritable querelle extrêmement violente, et cette querelle, en fait, était une querelle tout simplement de pouvoir. C'était une question de prise de pouvoir au sein de l'Empire byzantin, et cette querelle portait en fait justement sur l'économie de l'image, c'est-à-dire sur la manière dont la circulation des images produit du commun. Et donc, les iconolâtres, ceux qui défendaient au contraire le fait que soient maintenues les images, et qui ont eu gain de cause, ils ont massacré les autres, donc les iconolâtres, eux, ont affirmé précisément que cette circulation-là était ce qui faisait vivre la divinité dans le monde, était ce qui permettait sa présence, et ce qui permettait que le monde soit une interface avec la divinité. Donc ce qui permettait en fait la circulation du symbolique. Et c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec la circulation du symbolique par les images de presse. Après, iconique, c'est devenu un adjectif très galvaudé, mais on peut quand même prendre un exemple emblématique de cet usage de l'icône avec le pop art. Warhol, en fait, est d'origine tchèque et d'origine donc orthodoxe, très marqué par la culture de l'icône, et quand il va effectivement faire des stars hollywoodiennes des icônes, de manière bien sûr ironique, mais en même temps en manifestant leur présence dans l'image, c'est une manière aussi dans le pop art finalement, de faire réémerger cette querelle contre les iconoclastes. Oui, c'est certain, parce qu'il y a dans l'image quelque chose qui... Il y a deux choses. Il y a à la fois du signe, c'est-à-dire du symbole, puisque une image se lit. Une image se lit, elle n'est pas immédiatement perceptible. Tu l'as bien rappelé en disant qu'elle est causamentale, donc que c'est une chose qui est construite. Il n'y a pas d'image. Il faudrait savoir, ce serait intéressant de comparer sur ce plan la psychologie animale et la psychologie humaine. Il est certain que photographiquement ou cinématographiquement, les perceptions de l'animal ne sont pas les mêmes. Vous n'avez qu'à mettre un chat ou un chien devant une photographie, il est extrêmement rare qu'ils reconnaissent quoi que ce soit. On les met devant une télévision. J'ai fait une expérience pas systématique, mais il tourne
peut-être il voit qu'il y a quelque chose, il tourne autour, mais la lecture, en particulier, c'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, c'est peut-être plus difficile, l'image télévisuelle, à discerner que l'image photographique, parce que là aussi, il y a tout un problème de savoir comment les pixels, les points sont situés, sont vus. Il est fort possible que l'image se dissolve pour un autre regard en une multitude de points non synthétisables. C'est parfaitement possible. Donc il voit un remue-ménage, mais il ne voit pas la forme, c'est très rare. On pourra dire l'image est perceptible pour les animaux, puisque de tout temps, on a utilisé par exemple des leurres pour la chasse. C'est un leurre de canard, par exemple, qui attire des canards. Donc c'est bien un oiseau qu'il croit, qu'il voit ou qu'il croit voir. Une fois qu'ils l'ont touché, ils s'en détachent, ils se rendent bien compte que ce n'est pas ça, et ne garde plus d'intérêt à son égard. Donc, mais ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui n'est pas uniquement l'attirance de l'objet ou du semblable ou de la proie pour un animal, puisqu'il reconnaît, il confond à un certain moment, il y a des tromperies, il y a des leurres, il y a des images donc qui peuvent être prises pour ceux qui n'est pas, mais ce sont des images. Le leurre en général est une image en relief, ce n'est pas une image peinte. Non, je signalais simplement cela parce que ça dépend également. Il y a eu des essais qui ont été présentés également cinématographiquement de la perception, en particulier du loup, ou du chien ou du loup, qui de toute façon ne perçoit pas les couleurs de la même façon et ne peut pas percevoir nécessairement les images que nous croyons parfaitement semblables ne le sont pas du tout pour l'animal. Tout cela pour dire qu'il s'agit bien, lorsqu'il y a des images, de quelque chose qui est une chose mentale dans sa reconstruction, quelque semblable que puisse apparaître l'image photographique, et même plus près de la réalité qu'elle paraît semblable. Virilio a écrit un livre très intéressant là-dessus, que je signale, et qui s'appelle la machine de vision, qui commence par une analyse, par une réflexion rapportant des paroles de Rodin sur la plus grande réalité de l'art et de l'art pictural, de l'art sculptural en ce qui concerne Rodin, relativement à l'image instantanée de la photographie, en faisant graviter son analyse autour du fait que l'image photographique est une immobilisation dans l'instant, ce que n'est jamais le réel, qui est toujours dans la durée. Cette durée peut seulement être reconstruite par l'artiste. C'est comme L'homme qui marche de Giacometti, c'est pas celui dont parlait Rodin puisqu'il était antérieur, mais enfin également les hommes, les statues, les mouvements des statues qu'il a lui-même exécutés et qui du point de vue de l'image ne sont pas du tout des instantanés photographiques qui immobilisent par conséquent le réel, mais qu'on ne peut pas dire qu'il soit le réel lui-même par rapport
par rapport à ce que l'on voit, qu'on appréhende du réel. Mais il reste qu'il y a, donc c'est pas exactement au niveau de la ressemblance, je pense que l'on peut prendre l'image photographique, mais c'est en tant que signe de la présence. Une photographie est témoignage de réel, jusqu'au moment où elle peut être truquée, d'ailleurs, comme tu l'as remarqué. Quand il y a un document photographique, on est absolument sûr que quelque chose s'est passé dans le réel qui a pu être pris dans la photographie. Mais d'autre part, on peut également, au niveau de la photographie, la manipuler de telle façon qu'on transforme le réel. Lorsque, par exemple, dans des exemples célèbres, il y a eu des personnages soviétiques qui ont été enlevés au moment du stalinisme de photographies où on ne voulait pas les voir. Donc la photographie est à la fois le signe de la présence du réel, mais en même temps elle peut être aussi d'autant plus dangereuse qu'étant manipulée, elle fait croire qu'il y a eu du réel et qu'en fait il n'y a pas eu ce réel. Donc tout cela pour dire que autour de la photographie il y a évidemment des notions différentes qui peuvent être manipulées, mais qu'elles représentent quand même quelque chose qui est, on pourrait presque dire, une émanation. Il y a eu quelque chose entre l'objet qui était présent et objet ou personne qui a été présente et celui qui a pris la photographie. Après, il y a quelque chose qui est une confirmation de réalité, de sorte que l'on pourrait dire que le caractère iconique, comme tu disais, de la photographie, son caractère quasiment sacral ou sacré ou sacral, peut-être ce serait un terme plus juste, sinon théologique, vient de ce qu'il y a avec lui et le vivant un rapport de réalité que jamais l'œuvre d'art ne pourrait avoir. L'œuvre d'art révèle une réalité, exprime une réalité, mais elle n'établit jamais en tant que sujet ou objet, et celui qui l'a exécuté ou celui qui la voit, quelque chose qui soit cet même effet de réalité qui est produit par la photographie et qui d'une certaine manière établit autour d'elle une sorte de sacralité. Je dirais contrairement, tout en adoptant l'analyse de Benjamin lorsqu'il parle de la disparition de l'aura qui a accompagné la reproduction moderne dans la photographie, je dirais que c'est vrai, oui, si l'on veut, l'œuvre d'art a perdu son aura, mais d'une certaine façon, elle s'est retransportée sur la photographie, qui a une sorte de puissance, peut-être pourrait-on dire magique plutôt que sacrée, parce que c'est peut-être plus juste, une sorte de mystère qu'il y a dans la photographie, qui participe de la personne, et qui n'est pas simplement à situer dans la ressemblance, mais par ce rapport de réalité qu'il y a dans la présence nécessaire de l'objet au moment où on le situe, on le photographie. D'où l'appréhension que certaines personnes ont devant des photographies. Le fait que des haines, des amours peuvent se manifester par le fait de baiser des photographies, de les déchirer lorsqu'on est quelqu'un, de ne pas vouloir être photographié, dire la propriété de l'image. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, lorsque des lois prétendument rationnelles affirment que quelqu'un a la propriété de son image? Ça n'a aucun sens. Si quelqu'un me voit de loin qui me photographie, il a bien le droit de le faire, s'il le veut, et s'il me voit et si mon visage l'intéresse. Mais c'est qu'on attribue
à cette image une partie de la personne. C'est quelque chose qui est établi entre le photographe et la personne photographiée, quelque chose qui est un pouvoir magique qui vient de l'appareil de capter. On demande la permission de photographier. On demande, il y a des personnes qui détestent la photographie, qui peuvent casser l'appareil photographique. On comprend que, par exemple, dans des manifestations, les flics cassent les appareils, ou des personnes qui ne veulent pas être prises pour des raisons de notre ordre. Mais je pense qu'il y a également aussi quelque chose qui viserait ce pouvoir magique. Je m'exprime mal parce que j'exprime mes idées au fur et à mesure qu'elles me viennent, mais je crois qu'il y a de cela également dedans. Mais c'est-à-dire, oui, la question c'est celle des usages de la photographie, oui. Et en particulier aussi de reconnaître effectivement une vraie valeur artistique de la photographie. C'est-à-dire, et c'est là où se situe toute l'ambivalence, c'est-à-dire dans la mesure où elle a des usages très différenciés dont certains n'ont absolument rien d'artistique, la question de son rapport à l'art, en particulier dans le monde contemporain, est une vraie problématique. Comment est-ce qu'elle peut s'inscrire effectivement en tant qu'art, en tant que valeur esthétique, en promouvant ce que j'ai appelé tout à l'heure une esthétique documentaire, c'est-à-dire pas simplement parce qu'elle cherche à reproduire de la peinture, et en même temps en ne basculant pas du tout du côté de la photoreportage, de la photo de presse et du magazine. C'est-à-dire ce statut qui est un véritable statut esthétique et qui pour le coup n'appartient qu'à la photo, ça je pense qu'il mérite d'être interrogé. Et il y a un peintre aussi, je trouve qu'il a très bien interrogé ce statut-là, c'est Richter. Richter a très bien interrogé ce statut de la photographie en produisant en fait des peintures qui évoquent la dimension de la photographie et qui n'en sont pas. Donc, précisément, là, on a quelque chose qui interroge les interactions entre la photographie et les autres modalités de relation à l'image, et précisément la manière dont le domaine de l'art inclut toutes ces modalités. Mais dans la photographie, il y a aussi des éléments qui ne relèvent pas du domaine de l'art. Quand je parlais au début des photographies qui servent aux astrophysiciens, évidemment, ça ne relève pas en soi du domaine de l'art. En revanche, quelqu'un comme par exemple Thomas Ruff va utiliser ces photographies-là pour en faire des œuvres. Mais là, du coup, c'est une reconfiguration qui permet d'en faire une œuvre. Donc, je pense que toutes ces interactions, elles doivent être vraiment interrogées parce qu'elles sont extrêmement sensibles et qu'elles conduisent parfois aussi à dire beaucoup de bêtises en fait sur la photographie, à confondre documentaire et photojournalisme, à considérer que la photographie, parce que c'est de la photographie, c'est pas de l'art, etc., etc., toutes sortes de choses qui sont un peu primaires et en tout cas radicalement fausses. Donc moi j'ai cherché en tout cas à intégrer ces différentes dimensions-là. Je ne sais pas si ça a marché ou pas, mais c'était un peu ça que je voulais faire. Oui. Je ne sais pas si tu as pris connaissance qu'il existe des ouvrages sur la photographie. Ça a été à la suite des colloques quand j'ai une formation ici. C'est un colloque qui a eu lieu ici en 1982. Ça, je suis pas au courant. Quel dommage. Quel dommage. Mais je veux bien me mettre au courant. Ce sont, au moins, il y a trois ouvrages qui s'appellent Pour la photographie, tous les trois. Et c'est l'édition GERMS, G-E-R-M-S. Et ces trois colloques, on les a fait en partie ici et à Venise. Et c'est la notion de fiction qui a été le point de départ, si tu veux, de ces colloques. Or, si tu veux, ce que tu as exposé, en fait, c'est clairement été dit dans ces ouvrages. Je ne sais pas pour nier ton travail, tu as fait un bon travail, très bien, c'est parfait. Mais ce que je vais dire, je trouve toujours regrettable quand
on part d'une histoire déjà dite, tu vois, et qu'on va pas, on n'est pas déjà dépassé, tu te rends compte, il y a 30 ans. Je veux dire, c'est... J'ai compris que tu disais en 1942. 82. Je ne comprends pas très bien. D'accord. Donc, si tu veux, c'est toujours regrettable, enfin ça, parce que tu aurais pu faire un travail bien plus poussé depuis ces ouvrages, tu vois, et ça a été très riche à tes côtés. J'ai fait d'autres travaux que ce que je présente là. Hein. Oui. Ça, c'est juste parce que je voulais présenter. Ah, c'est juste, c'est pas vraiment ta démarche. En fait, il est en train de dire il y a eu un colloque à Venise qui s'intitulait Pour la photographie. Avec qui en 82. Les jeunes, oui. Il y a longtemps. Mais tu connais les ouvrages, il y a déjà eu des ouvrages. Mais en fait, il dit que ce colloque dit un certain nombre de choses qui apparemment sont similaires à ce que je viens de dire. Ouais. Et comme j'ai dit des choses extrêmement diverses, je doute que tout ait été dit dans ce colloque. Qui a fait un peu, qui a résumé historiquement le travail théorique que jusqu'à là on pouvait faire avec les moyens qu'on avait. Tu vois? Or, maintenant, ça date, si tu veux. C'est la problématique est celle-ci. Je ne comprends pas ce que tu veux. Mais, attends, les C'est une problématiques... question que tu poses à... Non, il est... Oui, la question que je pose, si tu veux, pour ne pas étaler le discours, si tu veux. La question que je pose, est-ce que lorsque tu soulèves la capacité qu'on a justement de trouver une réponse à ces mystères de la révélation photographique, est-ce que cela, tu as pu les traiter comme forme de recherche esthétique ou éthique ou anthropologique, etc.? Non, mon travail ne porte pas du tout sur le mystère de la révélation photographique, pas du tout. Mon travail porte sur les usages politiques de la photographie. Voilà. Et en particulier sur son usage documentaire par opposition à l'usage du photoreportage. Donc si tu veux, en portant sur les usages, ça porte en fait sur les questions économique et la question de la presse, c'est une question économique. Voilà. Donc ça porte ni sur la fiction ni sur la révélation. Ce que je veux dire, c'est que actuellement, si tu veux, nous avons la possibilité de traiter de ces sujets. Et il y a un ouvrage qui vient de sortir, donc que je vais me permettre d'informer ici qu'on va le présenter donc dans une séance avec Pierre le 24 mai. Et à ce moment-là, bon, effectivement, il sera exposé cette conception qu'on a aujourd'hui, pas seulement de la photographie, mais à partir de la photographie qu'on a étudiée. Donc, ce sera très intéressant ce qui est là. C'était là qu'on puisse avoir un débat. Je suis perdu là. Donc, je comprends bien ce que tu dis, je prends note de la date, tu me donneras les références, le titre de l'ouvrage, etc. Ce que je veux quand même dire, c'est que ça m'étonnerait que tout ce que j'ai dit là, qui est quand même extrêmement divers et qui porte sur des objets aussi bien très anciens que très actuels et contemporains, que tout ça ait intégralement été dit dans un colloque, parce que ça me paraît douteux. Ça, c'est celui de 1982, c'est le premier colloque. Il y en a eu 3 et il y a 3 livres. D'accord. Voilà. Alors, si tu vas chercher ça, tu retrouves effectivement toutes les données. Oui, enfin peut-être pas. Parce que je fais aussi un travail de recherche personnelle. Il y a un modérateur. Attendez, je fais le modérateur. Vous avez allez-y. De quel ouvrage qui vient de sortir parlez-vous exactement? Si vous pouvez nous le citer, nous en donner les références maintenant, ça nous avancerait d'ici le mois de mai.
C'est bien. Oui, non, Écoutez, allez-y. il y a 3 ouvrages sur la photographie. Ah, mais aujourd'hui, là. Non, mais ceux du germe sont C'est des liquide. oui. Mais ceux de maintenant, Ce maintenant, on c'est parle. le titre, c'est Le présent de l'art, le présent de l'art et l'hypothèse fictionnaliste. Oui, je donne la parole à Djemel Benfid. C'est un collectif. C'est un collectif. Collectif. Vous avez évoqué l'interdit de l'image dans les religions monothéistes. Monothéiste, musulmane et juive. Pas chrétienne. Ah, voilà, c'est là où je rebondis parce que judaïque, je ne sais pas, on peut voir Moïse dans un film sans tapage, on peut dessiner le Christ. C'est cette fois-là que la notion, par exemple, de monothéisme, que je me pose des questions. Par exemple, il n'y a pas d'image dans les qui sont interdits, mais c'est une interprétation du prophète. C'est comme vous comprenez, c'est-à-dire que le messager, le film, le chef-d'œuvre de messagerie, on voit, quand moi j'étais jeune, on dirait que c'est la caméra. Il n'y a pas d'image. Cette image n'existe pas. Elle est même pas inexistante, mais elle est néante. Et quand on évoque par exemple le monothéisme dans cette sphère, il y a des divergences de taille au sein de la civilisation de Byzance. Je donne un exemple, par exemple. L'islam a triomphé en Iran. À Byzance, ils ont détruit Byzance. Les musulmans, ils ont détruit Byzance. Quand je reprends vos propos, vous dites par exemple la civilisation de Byzance et l'image de, je ne sais pas comment on appelle ça en français, Kisra, ça veut dire l'empereur de Byzance. J'ai oublié, en arabe je le connais, mais en français je le connais pas. On voit que par exemple dans le chiisme, il y a l'image de Ali qui considère qu'il y a l'image. Quand par exemple vous avez le pèlerinage, quand les gens font le pèlerinage dans une ville pas loin de Fallujah par exemple, c'est tout le chiisme qui descend, mais on a l'image de Ali. Parce que eux, ils croient plus à Ali que Mohamed. Et c'est cette base-là que quand on dit que l'absence de l'image dans le monothéisme, il faut spécificiter ce monothéisme. Mais je l'ai dit, dans les monothéismes musulmans et juifs, pas du tout dans le monothéisme chrétien, il y a 3 monothéismes. On le sait aussi, on avait bien compris là. Donc je l'ai dit. Non, mais je partage cet avis. Mais au sein, par exemple, du monothéisme, il y a des divergences. Contre les chiismes, ils n'ont pas de problème avec l'image. Les malikites, par exemple, ou les sunnites, ils ont un problème avec l'image. Est-ce que vous comprenez la nuance? Oui, je comprends la nuance, mais moi je n'ai pas fait un exposé de théologie. Je faisais juste un exposé par rapport à la querelle byzantine, donc par rapport à ce qui s'est passé à Byzance. Ça portait uniquement là-dessus, et c'était pas du tout un exposé général sur les différentes modalités monothéistes de rapport à l'image. Pour moi, la question de l'art en général et de la photographie comme art en particulier n'est en aucun cas une question théologique. Et pour moi, le théologique, c'est quelque chose qui est vraiment étranger à ma recherche. En revanche, quand effectivement quelqu'un utilise des concepts théologiques pour interpréter un objet sur lequel je travaille, j'essaye de voir de quoi il s'agit dans ce concept. C'est ce que j'ai fait avec le travail de Marie-Josée Monzin. Mais moi, je me fous, à vrai dire, complètement de ces querelles-là. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui, là-dedans, peut informer un rapport qu'on aurait à la question de l'image ou de la photographie. Voilà. Mais je ne veux pas basculer dans l'abus dans lequel, justement, bascule Marie-Josée Monzin, c'est-à-dire de devenir théologie. On est d'accord. Le problème, je vous donne un exemple. Une image de la Madone. Une Madone algérienne en 1994, suite à un massacre des islamistes dans une région de Djidjet. Alors on a l'image d'une femme qui pleure
on se souvient de cette femme qui a fait le tour du monde. Ça veut dire qu'il y a une mutation. Il y a une mutation. Par exemple, il y a un massacre, il y a une femme qui pleure. Cette femme, on l'a valorisée dans une sorte de Madone algérienne, arabe, musulmane. Et cette photo-là, elle a pris une dimension planétaire. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça veut dire que la première page des quotidiens en France, en Angleterre, aux États-Unis, on voit une Madone arabe, musulmane ou algérienne. Vous comprenez ce que... Attendez, je continue. Ah, mais c'est quoi ces Je trois continue. Ça veut dire que la Madone, en tant que telle, appartient à la sphère théologique de l'esthétique. Hein? Ça veut dire quoi? Ce qui se passe, voilà, moi ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'il existe une histoire de l'art, personne ne peut le nier. Cette histoire de l'art, à un certain moment, a nécessairement été marquée par le théologique, puisque les grands commanditaires des œuvres artistiques étaient en particulier des papes. Donc évidemment, il y a eu toute une période où l'art a été très marqué par le théologique. Et du coup, actuellement, dans une période qui est quand même une période de la modernité, où normalement on aurait dû s'émanciper de ces problématiques-là, eh bien, une partie des usages de la photographie reprend ces standards de l'histoire de l'art pour se justifier, pour se légitimer. La Madone, entre guillemets, de Haussine, par exemple, elle est exactement de cet ordre-là. C'est-à-dire, c'est même pas lui qui l'a nommée une Madone. Ce sont les médias, c'est la presse. Donc c'est la presse qui, pour vendre des journaux, vend sous une appellation théologique qui la valorise et qui lui confère une fausse aura, une image qui n'a rien à voir avec le théologique. En faisant ça, que fait la presse? Elle empêche tout simplement de savoir exactement de quoi il s'agit. Parce que qu'une mère pleure son enfant mort, ça, c'est vraiment, ça arrive n'importe où. Que des gens se fassent massacrer, ça arrive n'importe où. De quel massacre s'agit-il? Quelle est la situation politique qui a produit ce massacre? Personne n'est capable de le dire en regardant cette image, et encore moins en qualifiant d'un nom chrétien quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça. Voilà. Donc c'est un abus. Vous pourriez avoir l'obligeance, pour moi en particulier, qui est l'entendement un peu lent et qui ne saisit pas les choses à demi-mot, de me dire de quoi il s'agit très précisément. De quoi, dans cette mer, qu'est-ce que c'est? C'est une image? En 1994, il y a eu un massacre en Algérie, enfin il y en a eu plusieurs, et un de ces massacres a été médiatisé par la presse. Quand? 1994. Très connu, Et donc, en particulier par un photographe qui s'appelait Haussine et qui a donc photographié une femme en train de pleurer parce que son dit l'image, parce que son fils dit la légende de l'image, parce que son fils est mort. Enfin, on n'en sait rien. En tout cas, elle pleure. Et alors, qu'est-ce que tu avais à dire? Donc, c'est une femme voilée qui pleure, appuyée sur l'épaule de ses proches. Et donc, on a appelé dans la presse cette image la Madone d'Haussine. Mais dans la presse, des pays à dominante catholique. Oui, mais attends une seconde. Et également peut-être une répétition de ce phénomène de photographie. L'Assemblée, c'est pas ma pensée. Oui, alors, quel était le commentaire que tu faisais? C'est une piéta qui est appelée par Pascal Convert. Oui. Voilà, on a une scène complète avec le cadavre du fils, et ça a été repris par Pascal Convert, justement, le sculpteur. Il en a fait une sorte de bas-relief. Voilà, à cette occasion-là, effectivement. D'où la question quand même de l'art par rapport. Qu'est-ce qui est critiqué là-dedans? Moi, c'est pas une critique, là, c'était pour embrayer sur autre chose. Hein. Je ne critique pas du tout. Je vais embrayer sur autre chose. Je n'ai pas critiqué René. C'est la question de J'ai valorisé son intervention en disant que l'image photographique est d'ordre, disons, de mutation entre les différents espaces. J'ai donné la Madone algérienne de 1994 parce que cette image, la mère de Hussein par exemple, elle a pris des dimensions internationales, planétaires. Et alors, dans l'image et sa consommation, c'est par l'imitation d'un modèle. Voilà. Iconographie culturelle voilà. de Madone. Esthétique.
C'est-à-dire que l'esthétique théologique... C'est plus que esthétique, c'est plus le rapport d'une image picturale que tout le monde a en tête, d'une Madone, que la photographie reprend, mais qui hante toujours la photographie, même dans les recherches les plus contemporaines. Et c'est un peu la question de l'art en photographie que j'aimerais poser, parce que tu as évoqué les différents usages politiques de la photographie, mais aussi bien dans une imitation picturale du côté de Cartier-Bresson que dans des usages alors à caractère privé ou même de charme et de mode, avec donc une dérive inévitable par appropriation économique contemporaine, financière, mercantile, mais tout de même, il s'est posé la question non seulement d'une détermination objective de l'image par la photographie qui a été évoquée par, qui est évidemment un lieu commun sur la photographie, c'est-à-dire le fait que la lumière intervient objectivement sur une plaque d'impression, donc il y a un travail ontologique, visuel, que le peintre ne peut pas faire, qui évidemment est fait non seulement par la machine, mais par une réalité qui est la lumière, donc une réalité sensible et physique. Et sans déboucher sur une neutralité complète et une objectivité ou un privilège dans la réalité, il y a quand même une ontologie visuelle propre à la photographie, que tu n'as pas évoquée évidemment, qui est présupposée par toi, mais qu'on ne peut pas faire disparaître dans les usages. Je l'ai évoqué, voilà, en parlant de la indicielle de l'image et en montrant ces différents aspects du réel. Un réel, effectivement, que je dis entre guillemets ontologique, pour moi c'est un terme vraiment qui ne fait pas partie de mon vocabulaire philosophique, mais et puis un réel effectivement éprouvé, un réel culturel, un réel produit par justement le mouvement médiatique, etc. Donc il y a différents types de réels par rapport à ça. Bon, évidemment, moi, je suis d'abord plus formaliste. Alors Cartier-Bresson était effectivement quelqu'un qui était formé par un peintre, par Lotte, et il s'intéressait à la composition. Il y a toute une démarche de la photographie formelle, qui n'est pas d'ailleurs picturaliste, qui ne cherche pas à imiter d'une manière très académique d'ailleurs la matière des peintres et le modèle des peintres, avec des nus retouchés graphiquement, donc ce qu'on appelle le mouvement picturaliste du XIXe siècle, où là il y a un modèle prégnant même de facture, de fabrication de la photographie. Dans le pictorialisme, picturaliste. Oui. Mais des gens comme Cartier-Bresson, mais bien d'autres, sont voulus tout aussi formels dans leur approche, peut-être moins pictural, mais formés parfois par des peintres, donc Cartier-Bresson est assez représentatif, et lui il voulait faire rentrer le réel dans une composition, c'est-à-dire qu'il préparait à l'avance le champ dans lequel quelque chose allait se mettre en place, mais comme il ne pouvait pas décider de mettre en place comme un peintre, il faisait son cadrage, il posait son appareil, donc le repérage, et à un moment donné, il rencontre ce produit, il déclenche la chose. Donc il y a une maîtrise plastique, parce que je m'intéresse plus à la plastique, mais quand même c'est une dimension qui existe aussi dans la photographie, qui là, d'un seul coup, se veut purement artistique. Alors c'est une dimension artistique visuelle, qui peut effectivement être reprise et transformée en signe pur, je reconnais, et esthétisante, dans toute une esthétique de la mode, voire même de la forme magnifiée des images, dans des magazines comme Géo et même bien antérieurs, des magazines de la grande presse. Et néanmoins, je ne suis pas sûr qu'on puisse ne pas centrer quand même une forme d'approche de l'ontologie de l'image en photographie autour des questions quand même de visualité pure, de plastique, qui a préoccupé quand même les photographes jusqu'à aujourd'hui. Mais la plastique, mais la plastique est toujours soumise à une intention. Dans la peinture, comme dans la photo, comme dans la sculpture, comme partout. Donc, il y a bien sûr une dimension plastique, il y a une exigence esthétique, y compris dans la photo documentaire, une exigence esthétique très forte. Mais la question, c'est plutôt vers quoi c'est orienté, qu'est-ce que ça propose, qu'est-ce que ça veut produire. Voilà. Et pour moi, un problème, mais vraiment majeur, c'est le caractère actuellement hégémonique, justement, de ce standard esthétique, parce que c'est quand même des représentations esthétiques, cadrées, tout ce qu'on voudra, comme tu le dis pour Cartier-Bresson, de la photo de presse. Donc, la preuve, c'est que depuis tout à l'heure, on ne parle que de ça. Donc, il faut quand même séparer en plusieurs esthétiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas quand même mettre sur le même plan une plastique de type esthétique, voire en un second temps, ce qui s'est appelé la photographie plasticienne. Il a fallu créer un terme, là, par des théoriciens de la photographie contemporaine, pour en fin de compte faire une photographie d'inspiration dadaïste, parfois picturalisante d'ailleurs, avec des sujets très, très hard, là, par ailleurs. Moi, ça s'appelle, c'est Wickitz, comment ça s'appelle voilà, Wicked, qui donc fait des compositions, là, de nature morte, tout à fait extraordinaire, mais qui, d'une certaine manière, là, crée un autre champ dans l'esthétique. C'est pas de la plastique pure, évidemment, on ne crée pas de forme, parce que le problème, c'est aussi ça, c'est qu'on a un médium ou un procédé technique qui n'a peut-être jamais créé de forme, c'est-à-dire dans le cadrage comme dans la... Parce qu'on sait bien le lien très étroit entre une peinture académique au XIXe siècle et une photographie. Et la question de savoir si la photographie a libéré la peinture,
ou non, hein, qui était un lieu commun aussi que l'on se passe jusqu'au XXe siècle, que Malraux a considéré comme essentiel, hein, pour expliquer l'histoire de la peinture moderne, ce dont je ne suis jamais très très sûr, moi, dans l'évolution de la peinture, d'autant plus qu'il y a des cadrages qui ont été inventés au XVIe ou XVIIe siècle, enfin des compositions cadrées qui ont été inventées très tôt, bien avant les photographes. Et puis pour ce qui est justement, comment dirais-je, de la peinture photo, hein, de peinture photographie de Gerhard Richter, lui-même donc reprend une photographie, mais c'est en fin de